Un nouveau vaccin vient d'être découvert, mais un vaccin psychologique contre les fake news. De quoi redonner confiance à nos démocraties peut-être. On vient de découvrir un moyen de créer plein de nouveaux antibiotiques dont on manque cruellement grâce à des micro-organismes qui vivent dans des conditions extrêmes. Le cœur de Mars est-il solide ou liquide? De nouvelles données viennent chambouler les meilleures hypothèses des chercheurs. Et comme d'habitude, l'actualité mystère avec un chiffre du jour dont on vous parle tout à l'heure. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien. Belle chemise. On est flamboyant. Flamboyant. Seul commentaire. Ça je commente. Tout au long de l'émission, on vous propose de deviner notre actu mystère que l'on révélera à la fin. Et notre actu, c'est un chiffre du jour. Chiffre du jour, c'est 4,45 grammes avec 3 indices comme d'habitude. Le premier, on parle d'une première historique en Écosse. Oui, et on verra les autres indices au fur et à mesure de l'actualité. Et on commence avec une actualité, c'est intéressant. Et on discute d'un vaccin, non pas pour renforcer notre système immunitaire, mais plutôt nos démocraties, Viviane. Oui, on ouvre un très gros dossier aujourd'hui, Thomas. Et si on pouvait se faire vacciner contre les fake news, un vaccin psychologique en quelque sorte. Ouais, des chercheurs ont testé une stratégie simple mais prometteuse, le pre-bunking. En français, on parle d'inoculation, comme un vaccin chimique où on injecte une molécule dans notre sang pour les préparer à une éventuelle future attaque. Ici, c'est une inoculation psychologique où on expose la population à des faits clairs avant que les fausses informations ne s'installent. Oui, alors juste précisons, on utilise le mot vaccin, nous, parce qu'on est en train de vous en parler. Il n'est pas utilisé dans l'article. Par contre, les mots inoculation, pre-bunking, tous ces mots-là font partie de l'article. Voilà. Absolument. Petite parenthèse. Ouais. Spécifiquement, les chercheurs se sont intéressés à la démocratie. Comment pourrait-on éviter que des fake news minent la confiance en nos démocraties, notamment en période d'élection? Et défi supplémentaire, comment redonner confiance à ceux qui en doutent le plus, qui sont notoirement les plus difficiles à faire changer d'avis? Absolument. Il faut rappeler qu'on a déjà des exemples concrets de cas où la propagation des fausses nouvelles, des fake news, a porté atteinte à la démocratie. Je t'en cite 2. Le premier, en janvier 2023, des milliers de personnes envahissent le Congrès à Brasilia, persuadées que l'élection a été truquée. Même scénario en janvier 2021 au Capitole à Washington. Dans les 2 cas, des rumeurs infondées sur la fraude électorale qui ont poussé des milliers de personnes, des foules entières à agir et à venir, notamment au Capitole par exemple. Ça a été des images qui ont fait le tour de la planète, récentes et qui nous ont tous marqués. Oui. Alors ces 2 événements ont d'ailleurs été constitués la base de travail des chercheurs. Ils ont mené des études en ligne aux États-Unis et au Brésil avec plus de 5500 participants. Et leur objectif était de mesurer le niveau de confiance dans les élections. Donc par exemple, ils ont posé plusieurs questions, mais celle qui va nous intéresser le plus pour cette actualité. Croyez-vous que Joe Biden a réellement gagné en 2020 ? Et ils ont posé cette question à un moment clé en fait dans l'étude, en 2022, juste avant les élections de mi-mandat. À ce moment-là, Joe Biden est au pouvoir depuis 2 ans, mais le parti des républicains de Trump martèle que l'élection a été volée, ce qui est, en tout cas j'espère que tout le monde le sait, une fausse information. Pour les chercheurs, ce moment était l'occasion idéale de tester des messages correctifs sur la perception du passé, donc 2020, au moment de l'élection de Joe Biden, et la confiance dans l'avenir, notamment en 2022 avec les élections de mi-mandat. Ouais. Alors la façon dont ils ont procédé, c'est que les chercheurs ont réparti les participants en plusieurs groupes. Donc un groupe témoin qui n'a reçu aucune information, un groupe source crédible qui a reçu les informations que les participants considèrent comme crédibles parce qu'elles proviennent de représentants et représentantes de leur appartenance politique. Donc par exemple, des républicains ont affirmé que le résultat des élections précédentes était légitime, donc de la part de juges ou de fonctionnaires républicains. Donc des faits qui sont absolument véridiques mais qui proviennent du même bord politique que eux. Donc, qui vont, pour le coup, pour les républicains, à l'encontre des intérêts du groupe politique. Le groupe vaccin, celui qui nous intéresse, lui, a reçu des informations factuelles sur les mesures de sécurité électorale en place dans leur pays. Et là, on les a d'abord avertis en disant « Attention, vous allez sûrement entendre des rumeurs de fraude, etc. » Puis on les a informés. Voici comment fonctionnent vraiment nos élections. Voici comment fonctionnent les machines à voter qui sont testées en amont, etc. Les bulletins sont vérifiés, il y a des contrôles indépendants, les boîtes de dépôt de bulletins de vote sont sécurisées, blablabla, etc. Donc on avait 3 groupes, un groupe témoin, un groupe source crédible et un groupe vaccin à qui on a donné les bonnes informations. Et côté méthodo, et c'est un peu le côté un peu crunchy de cette étude-là, les participants avaient 5 articles. Et pour être certain que le vaccin était bien administré et que les participants recevaient et surtout comprenaient bien le contenu à lire, ils devaient passer au minimum 10 secondes par article.
10 secondes par article, ça en dit long quand même sur la façon dont on consomme l'information. 100%. Le swipe et compagnie, là. Ça veut dire qu'en 10 très, très secondes, c'est pas comme avec des scies où on passe 30 minutes à faire de la nuance, quoi. 100%. Ouais, bref. Et c'est vraiment le minimum. Minimum 10 secondes par article pour s'assurer qu'au moins les yeux se posent sur le contenu à lire. Genre. Et surtout, après, ils ont dû répondre correctement à une question de compréhension sur chacun des articles. S'ils échouaient à ce petit questionnaire-là, ils devaient recommencer, retour à la case départ et se remettre à lire le contenu. Et donc ça, c'était la méthode côté résultat ? Alors si on regarde d'abord les résultats dans l'ensemble, pour l'ensemble des participants, donc toutes tendances politiques confondues, dans le groupe témoin, 72% des répondants ont accepté la légitimité de la victoire de Joe Biden. Ce chiffre monte à 76% pour le groupe source crédible et 75% pour le groupe vaccin. Une augmentation que les scientifiques ont validée statistiquement. C'est pas hyper impressionnant. Parce qu'on a plus 3 points dans un cas, plus 4 points dans l'autre, donc à peu près la même chose. Ouais. Mais il faut se rappeler qu'on n'avait que 5 articles exposés pendant 10 secondes minimum, donc il y en a peut-être qui ont passé plus de temps, mais c'est quand même un vaccin qui est administré à très faible dose pour le coup, donc c'est le même principe qu'un vaccin chimique. Ouais. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant et encourageant dans cette étude, c'est de voir sur qui ces stratégies fonctionnent le mieux. Donc effectivement, si on regarde uniquement les républicains, les personnes qui appartiennent au mouvement politique de Trump, la croyance que Joe Biden était bien le vainqueur légitime des élections 2020 est passée de 33% pour le groupe témoin, ce qui est faible, à 39% dans le groupe vaccin et 44% pour le groupe source crédible. Donc une augmentation en termes d'augmentation absolue de plus 6 points pour le groupe vaccin et 11 points pour le groupe source crédible. Est-ce que tu me suis, Yann ? Oui, parce que, en fait, grosso modo, ce que je retiens, c'est que c'est une technique qui semble prometteuse, surtout pour convaincre des personnes qui sont un peu déjà campées dans leur position, qui est quelque chose qu'on comprend assez intuitivement dans la vie quotidienne. On connaît tous une personne de notre entourage qui a une opinion, et juste on évite le sujet parce qu'on sait que cette personne ne va pas en démordre. Mais là, avec le pré-bunking, finalement, ils ont réussi à toucher ces personnes-là. Donc là, ça, c'est très intéressant quand même. Exactement. Et on s'entend qu'on part de bas, avec 33% dans le groupe témoin. C'est quand même assez effrayant, tellement c'est bas. Et avec une inoculation, on dépasse même pas les 50%, ce qui, moi, m'a comme un petit peu... quand j'ai vu ça, je me dis, ok. Donc l'inoculation, oui, effectivement, on augmente l'adhérence à cette idée-là, qui est une vraie information, mais on n'atteint pas même pas le 1 sur 2. Ce qui est quand même, c'est efficace, oui, mais est-ce qu'on atteint un certain plateau ? Est-ce que finalement la croyance est tellement forte que peu importe ce que tu vas pouvoir dire à une personne, finalement elle ne changera pas d'idée ? En tout cas, mais l'étude est vraiment passionnante. Vous voyez, on en parle beaucoup, c'est un gros morceau parce qu'elle est vraiment passionnante comme étude. Oui, effectivement. Par contre, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 stratégies qui ont été employées. La stratégie source crédible et la stratégie vaccin, entre guillemets. Ouais. Est-ce qu'ils ont testé les 2 ensemble ? C'est une bonne question, c'est ce qui m'a un peu manqué dans l'étude. J'aurais voulu savoir si on met les 2 techniques en même temps, est-ce que ça fonctionne ? Malheureusement, ils ne l'ont pas testé. Est-ce que ça permettrait de booster encore plus ce chiffre-là et peut-être d'atteindre les 50% éventuellement ? Est-ce qu'on atteindrait un plateau ? Est-ce que ce serait contre-productif ? Ça, on ne sait pas, malheureusement. Donc là, on a parlé des États-Unis, on disait qu'ils avaient regardé aussi le Brésil. Effectivement, il semblerait que pour ce pays-là, le vaccin soit plus efficace que les sources crédibles pour augmenter, exactement, donc c'est l'inverse ici, pour augmenter donc la confiance électorale, améliorer la capacité à discerner le vrai du faux concernant les fraudes potentielles électorales. Je te passe les détails côté chiffres, mais en tout cas, on voit qu'il y a une différence selon les pays, selon le contexte politique, les élections, et puis aussi simplement la psychologie entre les individus. Ce qui est assez attendu finalement. Ouais. Alors avec tout ça, elle est quand même grosse cette étude, on vous en parle quand même assez en détail. Ils ont essayé aussi de décortiquer un petit peu le mécanisme de l'inoculation. Tu l'as dit tout à l'heure, mais les participants lisent les documents juste après avoir été avertis qu'il y aurait peut-être des risques de désinformation qui planaient sur les élections, ce qu'on appelle le forewarning, donc l'avertissement préalable. Et donc dans une autre étude, ils ont voulu tester un point précis, le simple fait d'être averti, l'avertissement en lui-même. Est-ce que ça a un effet sur la perception des résultats des élections de mi-mandat de 2022 ? Donc cette fois-ci, 2000 participants aux États-Unis répartis en 3 groupes. Le premier groupe, le groupe contrôle, qui n'a pas reçu d'informations. Les 2 autres groupes, groupe vaccin, qui reçoivent les mêmes faits sur la sécurité des élections, mais l'un avec un avertissement préalable et l'autre sans. Et puis l'information qui nous intéresse dans les résultats de leurs études, c'est le groupe des républicains, où là les résultats sont vraiment surprenants. Les croyances dans les fausses allégations sont passées de 41% dans le groupe témoin à 24% dans le groupe vaccin avec avertissement, donc une belle réduction.
Mais encore mieux, c'est passé à 19% dans le groupe vaccin sans avertissement. Donc, ceux qui n'ont pas reçu l'avertissement ont montré une plus forte hausse de confiance. C'est assez surprenant quand même. Ouais, mais c'est surprenant et ça l'est pas tant. On n'aime pas être infantilisé. C'est mon interprétation. Là, 100%, j'ai la même aussi. On n'aime pas te dire, attention, tu vas avoir de la désinformation bientôt qui s'en vient. Méfie-toi. Tout. Attention. Mais ça fait du sens. En tout cas. Mais ce qui compte vraiment, c'est vraiment l'information claire sur le processus électoral. Avertissement, pourquoi pas, ça joue un rôle, mais ça semblerait plutôt être secondaire. Alors attention à ne pas faire de conclusions hâtives, évidemment. L'avertissement n'est pas non plus inutile, c'est pas ça que ça prouve du tout, c'est juste qu'il est moins efficace qu'on aurait pensé dans cette étude, dans cette situation. Évidemment, c'est du psychologique, il faut s'adapter à beaucoup de contextes. Et même si c'est pas une solution miracle, c'est une preuve que des stratégies simples comme anticiper, expliquer, donner des faits nouveaux peuvent protéger la démocratie. Et les auteurs ajoutent un point qui est quand même assez intéressant et controversé. On pense qu'on va vous entendre dans les commentaires à ce sujet-là. L'intelligence artificielle, elle peut générer des fausses informations en quelques secondes, alors qu'il faut des heures pour les débunker derrière, mais elle pourrait aussi être utilisée pour vacciner plus vite, avec des contenus préventifs, automatisés, du contenu généré rapidement pour permettre d'anticiper les potentielles vagues de désinformation dans un contexte électoral. Est-ce que c'est une idée à creuser ? Éventuellement, en tout cas, c'est prometteur. Et c'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup personnellement. Là, personnellement, j'ai passé beaucoup de temps sur cette étude-là, qui n'était pas évidente à vulgariser, par exemple. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner personnellement dans le futur. J'ai hâte de voir éventuellement si des mesures concrètes vont être mises en place avec une étude comme celle-là. On est quand même dans un contexte, on va pas se mentir, qui est pas foufou côté science, avec l'administration de Trump qui coupe et qui notamment a coupé dans le financement public sur la recherche sur la désinformation parce qu'elle est jugée beaucoup trop biaisée politiquement. C'est en tout cas dans l'article scientifique, les chercheurs le mentionnent. Donc voir une étude comme celle-là montre à quel point c'est important d'avoir des projets de recherche qui se penchent sur la question et qui essaient de trouver des solutions pour protéger nos démocraties. Ça reste quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est possible de contrer les fausses informations et de protéger nos démocraties. Encore une fois, ça va prendre du temps à mettre en place tout ça. Oui, effectivement. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, finalement, c'est que quand on dit il faut informer les gens en amont, tout ce qu'on dit, c'est l'importance de l'école, l'importance de l'éducation, et peut-être même notre importance à nous, à informer le public aussi. Exact. 100%. Puis la place aussi des créateurs, créatrices de contenu, influenceurs qui portent un certain ton, une certaine proposition, des faits. Le fait que Trump ait tellement martelé, ça a fait en sorte que beaucoup de personnes ont adhéré à cette idée-là. Est-ce que dans l'autre sens, on peut aussi marteler que les élections sont contrôlées, qu'il y a des agences indépendantes qui font en sorte que les élections se fonctionnent bien? Le fait de le préciser, de le vulgariser, de le rappeler, peut-être que ça peut être aussi une porte, une option en tout cas pour protéger nos démocraties. Il y a un autre point qui est quand même très intéressant, c'est la partie source crédible qui avait un très fort effet. Et on le sait, quand on sait que quand on arrive en période électorale, il y a beaucoup de gens qui donnent des consignes de vote. Et parce que les gens s'identifient ou sont attachés à telle personne, ils vont peut-être suivre les consignes de vote de ces personnes-là. Ouais. Et donc, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui s'engagent politiquement. C'est intéressant. Ça amène beaucoup de réflexion, en tout cas. Moi, je pense que l'aspect qui m'a le plus marqué, c'est la dernière partie avec l'avertissement. Ce que je retiens, c'est l'aspect de infantiliser les gens et les prendre pour des cons. Et ça, on est vraiment là-dedans. En fait, visiblement, selon ces résultats, à prendre avec une certaine pincette, évidemment, il faudrait éviter ce genre de pratique-là et aller directement aux faits, les diluer en fait dans une discussion en mode voici ce qui se passe, c'est les faits, mais sans dire attention, lève le flag. Je forme beaucoup les gens à la communication scientifique et on est capable de donner un avertissement de attention, il va y avoir de la fraude de façon non infantilisante. Tout est dans la façon dont on le dit. L'intonation, le choix des mots, la longueur des phrases, la structure, etc. Tout ça, ça peut faire en sorte que ça ne soit pas dit de façon infantilisante. Donc, je serais intéressée de voir... après, c'est mon biais de communication scientifique, mais je suis à peu près sûre qu'on peut refaire la même étude, changer les termes, la façon dont on a agencé les mots, et on n'aurait peut-être pas les mêmes résultats. Et voilà, on a un nouveau projet de recherche, c'est parti. Voilà, allez, c'est parti, on cherche du financement. Mais ouais, en tout cas, vraiment une étude super intéressante.
On a entrouvert la porte de l'IA. Mhm. C'est sûr que l'IA, on en parle souvent en mode éventuellement crainte pour la démocratie, fausses nouvelles, tout ça, mais est-ce qu'on pourrait pas voir dans l'autre sens? Est-ce que, on en parlait en off, les deepfakes, est-ce que les deepfakes qui sont utilisés pour justement les changer des voix, des messages que certains groupes politiques pourraient porter, est-ce qu'on pourrait dans l'autre sens utiliser ces deepfakes pour utiliser les sources crédibles et leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dit en vrai, mais pour dire que la démocratie, que les élections sont bien passées, qu'on reconnaît l'élection de Joe Biden? Question comme ça, que j'entends dans les airs. Moi, éthiquement, c'était pas forcément le best. Éthiquement, il y a un problème, Ouais. mais c'est sûr que moi, je serais intéressée dans l'étude où ils ont utilisé les sources crédibles. S'ils avaient utilisé un deepfake de Trump qui lui-même disait que l'élection il n'y avait pas eu de fraude et que c'était passé correctement, est-ce que là, les personnes les plus campées dans les positions auraient changé d'avis? Est-ce qu'il faut le faire? C'est pas ce que je dis. Mais je serais intéressée de voir quelle est la puissance d'une source crédible. Parce que je pense que toutes les sources crédibles ne se valent pas. Je me pose la question en termes de protocole éthique pour une étude comme celle-là. Ce serait difficile. Je pense qu'on justifie ça. C'est très compliqué. Très compliqué. Bref, on dérive là. On dérive beaucoup. On dérive beaucoup. Enfin. Ça nous inspire beaucoup cette actualité, mais il va falloir passer aux autres parce que les autres aussi sont super intéressantes. Absolument. Et si vous avez des commentaires sur ça, n'hésitez pas à nous dire. On va vous le lire. Et comme vous pouvez voir, on a été passionnés tous les deux par cette étude. Ouais, tout à fait. Vraiment, vraiment très intéressant. Mais passons à autre chose. Passons à notre actualité mystère, ce fameux 4,45 grammes. Exactement. Je vous ai donné un premier indice tantôt. On parle d'une première historique en Écosse. Et le deuxième indice, ce minuscule spécimen a été découvert le 30 juillet dernier grâce au flair d'un animal appelé Roo. Ouais. Avant de passer à la prochaine actualité, on vous rappelle que cette émission est financée par vos dons, donc n'hésitez pas à nous soutenir pour que Thomas se plonge encore plus dans les études et qu'on débatte encore et qu'on vous amène toujours plus de science tous les mois dans l'émission avec Desi. Donc le lien est en description si vous souhaitez nous soutenir. Il y a un autre type de soutien que vous pouvez faire. Sachez qu'on arrive à court de vêtements flamboyants. C'est comme ça qu'on a décidé de les flamboyant, c'était ça le mot. Flamboyant, c'est le mot qu'on a choisi. Si jamais vous êtes designer, si vous avez voilà, plutôt Montréal ou France, enfin Canada ou France, parce qu'on est sur les deux pays, mais contactez-nous. Mais vous voyez, il faut que ce soit flamboyant. Il faut que ce soit flamboyant. Il faut que ça marque les esprits. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas dans quoi on s'est embarqué avec ces chemises. J'ai aucune idée. Je sais pas. C'est un regret peut-être. Ouais. On poursuit avec l'actualité. C'est cool, mais on ne s'emballe pas. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça à la maison. C'est un slogan qui date d'il y a 22 ans déjà. Viviane, ça ne nous rajeunit pas. C'était une campagne marketing qui avait évidemment marqué beaucoup de Français et qui avait pour but de rappeler aux Français qu'un antibiotique ne sert absolument à rien contre un virus. Il est utile seulement contre une infection bactérienne. Ouais, et malheureusement, d'après cet article qui date du mois de mai dernier, il ne reste plus grand-chose de ce slogan dans la réalité des prescriptions médicales et on continue de beaucoup trop consommer d'antibiotiques. Alors rappelons-le, mais antibio, trop, mal consommé, c'est comme ça qu'on développe de l'antibiorésistance, c'est-à-dire le fait que l'antibiotique ne fasse plus d'effet du tout, vraiment qui sert absolument à rien. Alors c'est pas anodin parce qu'il y a des pathogènes qui ne sont plus du tout sensibles en fait à ces antibiotiques-là. Et le problème c'est que des patients ou même plutôt des bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Et on ne parle plus d'une petite toux d'origine bactérienne qui va durer 3-4 semaines. Là on parle carrément d'une augmentation de la mortalité. Bref, un enjeu de santé publique majeur. Mais ce mois-ci, on a eu une autre actualité qui, elle, nous redonne beaucoup d'espoir, la promesse de trouver des tas de nouveaux antibiotiques grâce à deux choses, des petits organismes vivants appelés les archées et l'intelligence artificielle. Et c'est le grand retour de l'intelligence artificielle dans Avec Desi. Viviane, ça t'avait manqué, je suis sûr. Oh là là, ça m'avait tellement manqué. Écoute, on en a parlé 5 minutes avant. Pour la petite histoire, c'est Thomas qui choisit tous les sujets Avec Desi dont on va parler. Et à un moment donné, je lui ai dit, ce serait bien qu'on parle d'autre chose que de génétique et d'intelligence artificielle. Il y a eu une pause d'1 mois. Une petite rechute. Il y a eu une petite rechute. Je pense que le mois prochain, il y aura de la génétique. Je pense. Peut-être, ça se peut. Ça se peut. T'as déjà des... J'en ai spoté une ou deux. De toute façon, t'as toujours des pistes pour parler de génétique. Absolument. Bref, c'est le retour de l'intelligence artificielle, mais de la biologie aussi, avec ces micro-organismes qui ressemblent à des bactéries, mais qui n'en sont pas. Alors moi, je me souvenais de mes cours de bio à l'école où on classait tout le vivant en 2 catégories. On avait les prokaryotes dans lesquels on trouvait
les bactéries, et les eucaryotes, qui sont les organismes comme nous, un petit peu plus complexes, on va dire, si j'ose. How dare you. Eh bien, en fait, il y a une troisième catégorie du vivant qui s'appelle les archées. En fait, pendant longtemps, on les a confondus avec les bactéries, mais leur biologie est assez unique. Leur paroi cellulaire est différente, elles n'ont pas de noyau, contrairement à la majorité de nos cellules à nous en tant qu'humains, et elles survivent dans des milieux extrêmes, comme dans des sources chaudes, par exemple dans des environnements ultra salés, entre autres, et même dans nos intestins. Oui, qui est aussi un environnement hostile, particulièrement après très une bonne pas dans nos poutine. intestins. Après une bonne poutine. Et les archées cohabitent avec les autres organismes qui sont présents là où elles sont. Et quand on dit cohabiter, en réalité, ça veut dire se battre chimiquement chacune pour défendre leur territoire. Et c'est cette bataille qui intéresse les chercheurs. Quand on se bat, on utilise des armes. Et à l'échelle des micro-organismes, les armes, ce sont des peptides, des petits fragments de protéines, en tout cas dans le cas des archées. Et si les armes marchent pour ces archées, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de tout ça pour créer, adapter à nos médicaments et créer éventuellement de nouveaux antibiotiques? C'est l'idée de base des chercheurs de Pennsylvanie. Ils ont utilisé un modèle d'apprentissage profond pour passer au crible 233 espèces d'archées et leurs armes. Résultat, plus de 12 600 candidats potentiels pour une nouvelle artillerie selon leur analyse informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que avec ces nouvelles armes, ils ont été étudiés un peu comment est-ce que ça fonctionnait, ces mécanismes antibactériens potentiellement. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est totalement différent de nos antibiotiques classiques. D'habitude, les antibiotiques qu'on connaît vont perforer la membrane externe des bactéries, alors qu'ici, ces nouvelles armes, ces peptides, s'en prennent plutôt à la membrane interne via un mécanisme lié à la dépolarisation de la membrane, Viviane, que tu connais par cœur, j'imagine. Oh, par cœur, là tu es vraiment dans mon domaine d'expertise. Et que je le sais, mais je me suis dit, je vais faire un petit clin d'œil à nos experts microbiologistes qui pourraient nous écouter éventuellement, et je sais que c'est le genre de petits détails qui sont croustillants. Ça croustille. Et donc une toute nouvelle stratégie, en tout cas, qui pourrait potentiellement ouvrir de nouvelles portes pour nos antibiotiques. Et ils ont synthétisé 80 de ces candidats potentiels en laboratoire, ceux qui avaient évidemment le plus de potentiel. Et sur ces 80-là, 93% d'entre eux ont montré une activité antibactérienne en laboratoire. Donc contre des pathogènes dangereux pour les humains, comme le Staphylococcus aureus ou Escherichia coli. Je t'ai fait un petit cadeau là au niveau des noms, il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y en a d'autres qui arrivent, ouais. Très prometteur, mais on se rappelle, on ne met pas la charrue avant les bœufs, parce qu'on est in vitro, et comme d'habitude, on n'est pas des boîtes de pétri, jusqu'à preuve du contraire, les humains ne sont pas des boîtes de pétri, donc il y aurait encore un petit peu de chemin à faire, mais il faut bien commencer quelque part, et ça passe par le in vitro. Oui, c'est la première étape quoi qu'il arrive, mais ils ont déjà fait la deuxième étape qui était d'aller dans le in vivo, mais cette fois-ci dans le test sur les souris. Ils ont sélectionné une de leurs nouvelles armes protéinées, appelée l'archaésine 73, et ils l'ont testée sur des souris infectées par une bactérie humaine pathogène redoutable qui est souvent responsable d'infections nosocomiales graves. Ouais, une nouvelle arme qui a permis de réduire les charges bactériennes autant qu'un antibiotique de dernier recours, qu'on appellerait la polymyxine B, en tout cas un antibiotique assez connu en clinique. Et certaines de ces molécules marchent encore mieux ensemble. Donc les chercheurs ont testé des combinaisons et ils ont vu apparaître des effets de synergie, donc ça c'est super intéressant, c'est parce que ça va être une piste pour imaginer un jour des thérapies combinées encore plus efficaces. On s'entend, le chemin est encore très long avant qu'on puisse vraiment avoir une nouvelle famille d'antibiotiques, si ça fonctionne évidemment. Mais ce qui est clair, c'est que les archées, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, pourraient être une nouvelle arme d'antibiotiques, en tout cas nous proposer de nouvelles stratégies pour combattre les bactéries, une nouvelle boîte à outils à aller explorer. Une belle nouvelle. Ouais. C'était une belle news. Ouais. En parlant de belles news, rappelons notre chiffre du jour, 4,45 grammes. Absolument, avec les 3 indices. Le premier, on parle d'une première historique en Écosse. Le deuxième, ce minuscule spécimen a été découvert le 30 juillet dernier grâce au flair d'un animal appelé Roo. Incroyable. Le troisième indice, c'est le poids de ce trésor culinaire de luxe, 4,45 grammes. Ça commence à chauffer. On chauffe. Et on termine avec une actualité spatiale, une actualité waouh, Viviane. Oui, cap sur Mars. Et ce qu'on croyait savoir sur le cœur de cette planète est peut-être totalement faux. Ouais, ce qui vient bouleverser nos certitudes, ce sont ces données de la sonde InSight de la NASA, qui est pourtant déclarée morte, en fait, depuis 3 ans. Ses batteries sont à plat, elle est couverte de poussière. Elle est donc aujourd'hui inutilisable, mais elle livre quand même pas mal de petits secrets qui sont en cours d'analyse encore actuellement. Et on est en train de revoir un peu ce qui pourrait se passer à l'intérieur de cette planète Mars. Alors on s'entend, une sonde, ça se pose sur la planète. Comment est-ce qu'elle peut nous donner des informations sur le cœur de la planète qui est donc en dessous ?
C'est grâce à une science qu'on connaît bien ici, la sismologie. En fait, entre 2018 et 2022, InSight a capté des Marsquakes, donc des séismes qu'on retrouve sur Mars, grâce à un sismomètre ultra sensible. Et en fait, les chercheurs ont étudié une vingtaine de séismes venus des fosses de Cerbère, une région volcanique encore active, et les ondes se propagent, rebondissent à l'intérieur de la planète, et c'est un peu comme une sorte d'échographie planétaire finalement que ces informations nous donnent pour ensuite éventuellement déduire la composition de la structure interne. Oui, alors sur Terre, nous, on a des centaines de stations sismiques pour faire ça. Sur Mars, les scientifiques n'avaient qu'un seul capteur, qui est un peu malmené par les vents, par les températures extrêmes, etc. Donc, vraiment pas les meilleures conditions, ce qui rend chaque signal vraiment ultra précieux, mais aussi chaque conclusion encore très débattue. Et justement, qu'ont-ils découvert ? 2 choses. La première, le noyau interne serait solide. On pensait qu'il était liquide, mais en reprenant les données, une équipe chinoise a repéré un détail assez étrange. En considérant que le noyau est liquide, on peut estimer la vitesse théorique de propagation de ces ondes. Or, certaines ondes sismiques enregistrées par la sonde présentent un décalage de 50 à 200 secondes par rapport aux prédictions des modèles avec le noyau uniquement liquide. Et une des explications plausibles, en tout cas celle avancée par les chercheurs, c'est qu'on aurait un noyau non pas liquide mais plutôt dense et solide. 600 km de rayon, composé majoritairement de fer, mais aussi de soufre, d'oxygène et de carbone. Alors, peu de scientifiques s'attendaient à un noyau solide, surtout qu'on avait une autre étude avec exactement les mêmes données, publiée 2 ans plus tôt, qui avait soutenu au contraire que le noyau était plutôt liquide, en raison de la présence notamment d'une sorte de couverture chauffante autour du noyau qui maintiendrait le noyau chaud et l'empêcherait de se solidifier. Alors comment trancher entre les 2 études ? En fait, on ne peut pas, parce qu'aucune n'est irréfutable, ce qui montre bien qu'il y a un énorme débat dans la communauté scientifique. Il faudra attendre d'autres données pour corroborer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Mais ce n'est pas tout. Cette même étude a aussi découvert que le manteau de Mars, donc entre la croûte et le noyau, ne serait pas homogène comme sur Terre. Il serait traversé par de petites hétérogénéités, donc entre 1 et 4 km, vestiges d'impact d'astéroïdes ou d'anciens océans de magma. Qui sait. Sur Terre, tout a été mélangé et rendu un peu dynamique, tout ça grâce aux plaques tectoniques. Mars, elle aurait conservé une mémoire de son passé. En tout cas, les géologues, ils s'éclateraient s'ils allaient sur Mars. Il y aurait tellement de trucs à voir. Il faut envoyer des géologues sur Mars, c'est sûr. Tout ça pour dire que Mars serait peut-être bien plus complexe et peut-être finalement aussi un peu plus proche de nous qu'on ne le pensait. Mais tout ça ne repose que sur un seul sismomètre. Et comme aucun nouveau projet d'installation de sismomètre n'est prévu pour l'instant, il va falloir patienter un petit bout avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Absolument. Assez fascinant quand même ces débats dans la communauté scientifique que clairement nous, on n'a pas de position à prendre. Là, solide ou liquide, je m'avancerai pas. Bien honnêtement, je ne mettrai pas ma main coupée pour choisir un des 2 bords. Non. Non, moi non plus. Écoute, j'ai pas vu les données. Ah, c'est ça. Alors moi je les ai vus, puis c'est ça. Je maintiens ma position qui est entre les 2. Je ne veux pas faire de chicane entre les 2, déjà. C'est mou. C'est mou, c'est ça. C'est loin aussi. Et c'est probablement chaud, on ne sait pas trop. Voilà. On rappelle, 4,45 grammes, c'est le chiffre du jour. Exactement. Alors, est-ce que vous aviez trouvé la réponse chez vous ? Dites-nous en commentaire. C'est la masse de la toute première truffe cultivée sur l'île de Bute en Écosse. Alors bon, des truffes, on en a déjà cultivé en Angleterre, au Pays de Galles et sur l'Écosse continentale. C'est donc pas une première pour l'ensemble du Royaume-Uni, mais spécifiquement pour une de ces îles, le 30 juillet, le chien Roo a déniché une petite truffe d'été ou truffe de Bourgogne de 4,45 grammes. Alors Thomas, tu l'auras remarqué ? Ouais. Ici, on n'est pas dans la configuration de Top Chef. Non, c'est ça. Qu'est-ce que fout cette actualité Je sais que moi aussi, I wish. Moi aussi, une grande fan de Top Chef ici. Qu'est-ce que fait cette actualité dans une émission d'actualité scientifique ? Parce que c'est lié au climat. En fait, en 2019, le groupe de recherche avait prédit qu'on aurait une baisse de 78 à 100% de la production européenne de truffes en raison des changements climatiques. En Espagne, en Italie, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est des régions qui sont malheureusement de plus en plus sèches aujourd'hui. Et les truffes ont de plus en plus de mal à pousser. Mais en Écosse, avec un climat plus doux, plus humide, elles trouvent de meilleures conditions pour vivre leur meilleure vie. Et ça, ça pourrait avoir un impact significatif du côté de l'économie sur cette région. Oui, ce n'est pas qu'une curiosité culinaire. La truffe de Bourgogne peut se vendre jusqu'à 1 000 € le kilo. Donc pour une petite île comme celle de Bute, ce serait une vraie opportunité économique et touristique. Mais on précise, beaucoup de communiqués de presse s'intéressent justement
quasi uniquement à l'aspect économique. Nous, on va rester concentrés sur la science. Absolument. Et le chercheur Paul Thomas de l'Université de Stirling avait planté en fait une rangée de noisetiers en 2020. Et grâce à une technique développée par son équipe, les arbres avaient été inoculés avec le champignon truffier. Et 5 ans plus tard, résultat, une truffe. Et probablement que d'autres truffes vont arriver, plus grosses, éventuellement, plus goûtues peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, affaire à suivre. Et en préparant cette actualité-là, j'ai découvert qu'il y avait une autre étude de ce même groupe, en 2025. Ils ont essayé de voir le lien, tu sais, entre le chien et le maître pour justement aller chercher et fouiller les truffes. Et en fait, le bon duo entre le chien et le cueilleur, grâce à ça, on obtient plus de truffes de meilleure qualité. Donc il y a vraiment une alchimie qui doit se passer entre le maître et le chien pour faire une meilleure cueillette. En tout cas, c'est ça qu'ils avaient démontré dans cet article-là. Pour les curieux, on vous met le lien en description. Et vraiment, l'étude était vraiment très intéressante. Il y a beaucoup d'études qui étaient très intéressantes dans cette émission-là. Toi, Viviane, est-ce que tu es amatrice de truffes ? Alors, je suis pas sûre d'avoir déjà goûté vraiment de la truffe. Ouais. Je pense que j'ai déjà eu une pizza avec goût truffe ou une huile aromatisée à la truffe. Ouais. En général, je trouve que c'est un trop. Pareil, je pense que ça coûte très cher, donc à mon avis, il faut quand même avoir un petit budget pour pouvoir s'offrir. Je sais même pas où ça s'achèterait. Mais dites-nous, si vous avez déjà mangé des truffes, dites-nous. Si vous en cultivez dans votre jardin, mais ne donnez pas votre adresse, à 1 000 € le kilo, les gens vont être intéressés. Bref, sur ces conseils culinaires, on espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, ça nous intéresse particulièrement. Ça a été une actualité chargée, donc on s'attend à ce qu'on discute en dessous. N'hésitez pas à nous soutenir également, cette émission ne dépend que de vous, donc on espère que vous allez nous aider dans cette... Puis on teste des choses aussi, tu vois, on a été plus loin dans une activité qui est plus sens social, qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter. Donc là, on fait des tests, encore une fois. Puis dites-nous si ça vous convient, est-ce que la longueur était trop longue, trop courte, en tout cas, dites-nous. On est encore en recherche, là. Les chemises. Est-ce qu'on va garder ça très longtemps ? Je ne sais pas. Flamboyant ou pas. Est-ce qu'on reste flamboyant ou pas ? On va peut-être essayer d'améliorer le studio, avoir un petit logo, tout ça. Tout ça, ça va venir dans les mois prochains, en espérant que vous continuiez à nous soutenir, parce que c'est très dépendant de tout ça. En attendant, on vous laisse avec 3 choses à aller voir, Viviane. Oui, tout à fait. Ma dernière vidéo syllabus qui parle des choses qu'on a appris à l'école et qui ne sont plus vraies aujourd'hui, qui marche très très bien, donc je conseille d'aller la voir. Et puis notre dernière émission d'actualité scientifique, on avait discuté de la semaine de 4 jours, qui vous avez fait d'ailleurs beaucoup réagir, merci beaucoup pour ça. Un vaccin administré par fil dentaire, et puis les images du soleil, qui étaient quand même assez particulières, et puis comme d'habitude, une actualité mystère. Qu'on va garder mystérieuse, faudra aller la voir. Et bien sûr, 3 matins par semaine, vous pouvez voir les lives d'actualité scientifique de Thomas, c'est vraiment son expertise. C'est sur Twitch, sur sa chaîne Science à la carte. On vous remercie. Dites-nous dans les commentaires quelle actu vous a le plus marqué. On vous écoute. À la prochaine. Bye bye.